Radio Campus Lille, 16h. Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton ascèse, inaccessible, moi je sens que... Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 pour une toute nouvelle émission Les Voix de la Mémoire avec Djellali. Aujourd'hui, c'est discussion entre héritiers des mines et des immigrations, familles de mineurs algériens et d'autres. Je suis en compagnie de Monsieur Cormon. Bonjour Monsieur Cormon. Bonjour Monsieur Sedaoui. Que je vais laisser se présenter. Ouais.
Je t'en prie. Ok, donc ouais, je m'appelle Jessie Cormon. Du coup, mon métier là, c'est sociologue. Je travaille à Phare pour l'égalité. Et puis, par ailleurs, je suis moi-même issu d'une famille de mineurs, du côté de Libercourt, Annie Carvin aussi, comme toi. Et puis, moi, je suis issu d'une famille de mineurs polonais. Et donc, aujourd'hui, on va effectivement discuter un peu ensemble de notre histoire, à la fois notre histoire commune, et puis aussi d'une partie de notre histoire qui est pas la même. Du coup, notamment autour de l'histoire des mineurs, des familles de mineurs algériens. Très bien. Eh ben, on y va. Allez, du coup, je peux te poser une question à toi, Oui, puis je t'en prie. on essaie d'avancer comme ça. On y va. Eh ben, du coup, si je te demandais, Djilali, pour toi, pourquoi connaître l'histoire de nos parents et de nos grands-parents, c'est quelque chose d'important pour toi, cette histoire des mineurs et des mineurs algériens, pour toi, te concernant? L'histoire des mineurs algériens ou marocains, elle était importante il était important de travailler dessus parce elle n'existe pas en fait. Mhm. Elle n'existe pas du tout quand on cherche, quand je cherche moi ou je cherche l'histoire de mon papa mineur, je ne la trouve pas nulle part. Je trouve une histoire de gueule noire, je trouve une histoire de mineurs étrangers, mais pas mon histoire. Elle est totalement invisible, elle est inexistante même. Donc c'est pour ça que je travaille de recherche pour connaître notre histoire, pour connaître déjà mon histoire et celle de beaucoup d'autres, qui est identique à la mienne. Ouais. J'ai fait de migration en fait, algérienne. Ouais. Mais mon histoire, elle n'existe nulle part. Donc c'est très important aujourd'hui, du fait du vieillissement de nos parents, le vieillissement, mon père est décédé, donc son histoire, je la connais qu'à travers ce que ma maman me raconte, ou à travers ce que je peux retrouver comme documentation qu'il avait, quoi. Des petits bouts de papier, des choses comme des des petits objets ou des choses comme ça, mais il n'y a pas grand chose, quoi. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de photo de lui avec ses collègues, ou pas d'histoire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, c'est vrai que ça, il y a une partie de cette histoire-là qu'on a en commun, et puis une autre qui est différente. Parce que une partie de la recherche qu'on a menée à Phare pour l'égalité et Shfed, c'était pour répondre à une triple invisibilisation. La première, on a une société qui parle presque plus du monde ouvrier, comme si le monde ouvrier il avait disparu, et du coup, quand on est soi-même issu du monde ouvrier, en fait, on n'existe pas dans les livres d'histoire. L'histoire officielle s'écrit sans les ouvriers. Dans cette histoire ouvrière, notamment des mineurs ouvrières, dont on parle plus beaucoup depuis quelque temps, souvent l'immigration, elle est invisibilisée aussi, donc il y a besoin de la rendre visible. Et dans cette histoire de l'immigration invisibilisée, une qui est plus invisibilisée que les autres, c'est les Algériens. Parce que là, pour le coup, moi qui suis issu de l'immigration polonaise, on parle des Polonais quand on parle de l'histoire des mines. Et tu retrouves ton histoire. Un peu, pas entièrement, parce que du coup c'est compliqué, mais en tout cas le mot polonais il apparaît, alors que le mot algérien lui-même il est oublié. Et puis le troisième niveau d'invisibilisation de l'histoire ouvrière et puis de l'histoire immigrée, c'est la place des femmes, la place des mères, des grands-mères, qu'on oublie aussi, et qui sont invisibilisées. C'est vrai que le travail qu'on a fait avec Shfed, c'était de re-rendre visible des oubliés de l'histoire. Et là, pour le coup, c'est là où c'est un peu à la fois facile et un peu compliqué, c'est que ensemble on la connaît pas notre histoire, parce que à l'école de la République, on parle pas de l'histoire des ouvriers mineurs, mais on parle pas non plus de l'histoire des immigrés. Mais là où effectivement notre histoire elle est pas exactement la même, c'est que particulièrement les Algériens ils sont absents du récit de l'histoire des familles de mineurs du bassin minier. Et donc je voulais rajouter en fait l'histoire me concernant et concernant la ville de Libercourt, précisément là où j'ai grandi, la seule histoire qu'on peut retrouver concernant même pas les Algériens mais la communauté maghrébine de Libercourt, ces cinq phrases qui disent que effectivement on était là mais que nos parents, en fait nos papas faisaient venir à chaque quinzaine des bus
des bus pleins, bondés de prostituées qui arrivaient directement de Paris à Libercourt, et ça tous les 15 jours. Et voilà l'histoire qu'on peut trouver de nos parents. Et ben nous, on est là, et le travail qu'on fait, c'est de remettre les choses à leur place et pas laisser raconter tout et n'importe, enfin tout. Rien, mais surtout n'importe quoi. On ne laissera pas dire n'importe quoi, et c'est surtout rétablir la vérité, parce qu'on est là. Nos parents sont venus pour travailler. Nous, on est là, aujourd'hui on est là, et ce qu'on leur doit, c'est de s'inscrire nous dans l'histoire, en fait. De nous inscrire dans l'histoire, parce que c'est trop important de savoir pourquoi on est là, et où on va aller, quoi, où on va. Enfin, où on va, moi, je sais où on va, mais pour nos enfants, pour se situer dans l'espace, pour se situer, pour avoir une histoire, en fait, pour être complet dans sa vie, comprendre qui on est, en fait, tout simplement. Ouais, carrément. Enfin, nos parents, si on ne sait pas qui sont nos parents et pourquoi ils sont là, pourquoi on est là, ben c'est pas intéressant, quoi. Parce que si on venait à discuter avec quelqu'un et qui nous posait des questions, justement, que transmettre à nos enfants aussi, parce qu'il y a aussi ça, à la fois c'est quand les anciens ils ont commencé à partir, qu'on avait besoin de connaître leur histoire, parce que qu'est-ce qu'on va raconter une fois qu'ils sont partis, je sais plus, c'est un proverbe d'Afrique là, je crois, qui dit qu'un ancien qui s'éteint, c'est une bibliothèque qui ferme là, qui brûle, ouais. Et le deuxième élément, c'est aussi quand on a été un certain nombre à devenir parents, que se poser la question de que transmettre et que raconter à nos enfants, et que là finalement, comme tu dis, si on la connaît même pas, notre histoire, comment on va pouvoir leur transmettre. Exactement. Mais c'est vrai que là, ce que tu racontais sur la question du livre, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent pas bien se rendre compte à quel point c'était une violence institutionnelle, quoi, en fait, ce livre-là, parce que à la fois t'es effacé de l'histoire, c'est déjà une première violence, mais en plus les quelques lignes où on parle de toi, en fait ça peut être que vécu sous le mode de l'insulte publique, parce que parler que de toi en rapport à la prostitution, c'est plus qu'un manque de respect. Alors déjà il y avait une discrimination, t'es moins présent ou pas présent dans l'histoire locale, mais en plus les quelques lignes qu'il y a, c'est des lignes qui sont insultantes. Et c'est vrai que moi, dans le livre dont tu parles, je pourrais y trouver mon épingle du jeu, parce que l'immigration polonaise, elle a abordé de long en large en travers, plutôt raconté de manière positive, et moi ça m'a donné de la fierté aussi, hein. Les Polonais courageux, travailleurs, ceci, cela, ils ont vécu du racisme aussi, etc. Bon, ok. Mais quand moi, alors que je suis pas d'origine algérienne, je lis les quelques lignes sur les immigrés algériens, je suis choqué. C'est pas possible. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça à nos frères et sœurs de classe, quoi, en fait, du coup, de traîner leurs parents dans la boue comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, c'est inadmissible. Et là, effectivement, il faut qu'on rétablisse, comme tu dis, une forme de vérité historique, quoi. Trop important, c'est trop important de remettre, c'est juste la vérité, en fait. Et puis de pouvoir répondre, et puis de pouvoir surtout comprendre. Parce que moi, si je reviens sur des thèmes, c'est de surtout comprendre notre histoire. Enfin, déjà, moi, je suis né à Courrières. Quand je dis à Courrières, Courrières, c'est une histoire. On parle de l'histoire des mines. En 1906, il y a eu la catastrophe de Courrières. Mais déjà de savoir ça, et puis de dire que à compter de cet accident-là, on a commencé à faire venir plus de main-d'œuvre étrangère, et de comprendre là. Et c'est là où on peut prendre l'histoire dès le départ, et puis de se construire, et puis de transmettre la construction, quoi. Laisser où la maison, ou les fondations, ou le bâtiment prêt pour la suite, quoi, pour nos enfants. Toi, tu le savais déjà, ça, par rapport à la catastrophe de Courrières et les Algériens, ou tu l'as su pendant le travail de Shved et de la recherche, de la réappropriation de votre histoire? Je l'ai appris justement par rapport au fait de la recherche, en fait. Courrières, mis à part ma date de naissance et puis mon lieu de naissance, j'avais pas plus d'informations que ça, quoi. Et c'est du fait aussi de la visibilisation de notre histoire. En fait, comme il n'y a rien qui parle de nous, donc moi, il fallait pas me dire d'aller regarder un livre, je vais pas aller regarder, même en mode lecture, c'était pas... Ouais, ça parle pas de toi, t'as pas envie de le lire non plus, quoi. Exactement.
Et même si je trouvais des livres qui parlaient des moments de la colonisation, ou bien de guerre, ou bien de trucs, on se rend compte vite que c'est pas... Enfin, quand l'histoire elle est racontée pas par les premiers concernés, ben on le sent vite, quoi. C'est pas juste, c'est... On va pas dire que c'est des mensonges, mais c'est pas raconté comme il faut, quoi. Puis se comprendre et puis justement avancer. Moi, c'est comme toi, tu vois, je le savais pas. Cette affaire que les premiers immigrés algériens qui sont venus travailler dans la mine, les premiers mineurs algériens, ça datait de 1906 et la catastrophe de Pourrières. Moi, c'est pareil que toi, c'est avec la recherche que je l'ai découvert. Parce que assez souvent, quand on entendait dire, si on parle pas beaucoup des mineurs algériens, c'est parce qu'elles sont arrivées plus tard que les autres. C'est les dernières à arriver. Donc c'est normal. Faut le temps que l'histoire se fasse et qu'on commence à parler d'eux. C'est normal qu'on parle plus des Polonais parce que les Polonais sont arrivés en premier. Bon, ça pourrait être une explication. Et puis en fait, quand on s'est mis à chercher, en fait, on a découvert, merde. Effectivement, les Polonais, massivement, ils sont arrivés dans les années 20, années 30. Et puis en fait, en faisant la recherche, on découvre que les Algériens, ils sont arrivés avant les Polonais. L'immigration algérienne, elle est plus ancienne dans le bassin minier, dans le Nord-Pas-de-Calais, que les Polonais, que les Italiens et que d'autres. Et ça, c'était une grande découverte. C'est les premiers, après les Belges, en fait, à arriver dans les mines. Et ça, on se dit, à un moment donné, il faut qu'on brise ce récit de la mémoire locale qui contribue toujours à continuer de rendre étrangers des gens qui sont d'ici, ou ici c'est chez eux. Et effectivement, les Algériens, ça fait un siècle que le Nord-Pas-de-Calais, c'est leur territoire. Comme on dit dans le Nord-Pas-de-Calais, te vis ici, t'es chéti. C'est ça. Exactement, mais qu'est-ce qu'ils oublient que l'Algérie, pour beaucoup, parce que quand on dit les Algériens, les trucs, mais les Algériens, ils étaient français, quoi. L'Algérie était une colonisation française. Je préfère je le souligne parce que c'est de dire pourquoi est-ce qu'ils étaient là avant. Ils étaient là avant beaucoup d'autres nationalités, tout simplement parce que l'Algérie était une colonisation française et que les Français ont fait venir des Algériens soldats qui ont servi de chair à canon pour beaucoup, et aussi des Algériens agriculteurs, comme on dit, qui étaient amenés à venir contribuer à tout ce qui est agriculture en France pour le travail des terres. Et voilà quoi, c'est principalement la cause de la présence des Algériens. Donc la colonisation de l'Algérie et en fait l'utilisation de la main-d'œuvre algérienne. Puis c'est clair que ça remonte à vachement loin, parce que je me rappelle aussi des discussions qu'on avait avec Soïd Bouamama, qui a Phare pour l'égalité aussi, là, qui a participé à la recherche également, qui nous disait de toute façon, l'histoire ouvrière de France, elle est intimement mêlée à l'histoire de l'immigration en général, mais aussi intimement mêlée à l'histoire de l'immigration algérienne en particulier. Puisque là, aujourd'hui, on s'attarde plus sur la question de l'immigration algérienne. On pourrait parler aussi des familles de mineurs marocains, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'histoire de l'immigration algérienne. Quand il rappelait, par exemple, qu'avec la Commune de Paris, 1870, qui est une des grandes dates dans l'histoire de France, l'histoire politique de France, l'histoire des luttes ouvrières de France, et qui racontait que déjà à l'époque, 1870, il avait été appelé des soldats coloniaux, des Algériens, pour aller tirer sur les communards pendant la révolte de la Commune de Paris, et tirailleurs algériens qui ont refusé de tirer sur les communards, qu'on rendu les armes et qu'on dit nous on tire pas sur des gens qui se révoltent légitimement. Et tous ces petits bouts d'histoire, en fait, quand on la connaît pas, c'est comme si on effaçait aussi une histoire de moments de notre histoire commune. Alors après c'est compliqué, c'est pas que l'histoire commune et l'histoire de la solidarité, parce que malheureusement, peut-être on y reviendra après, c'est aussi des histoires de discrimination ou parfois de racisme, où les mineurs entre eux parfois, là où ils devraient être unis, parfois se divisent. Même les immigrés entre eux, où ils devraient être unis, se divisent. Mais ça on en reviendra peut-être un petit peu après. C'est compliqué notre histoire qui est à la fois commune et qui est à la fois parfois malheureusement séparée par des tensions et des animosités, alors que ça c'est peut-être une particularité de la recherche qu'on a fait ensemble avec Shfed et Phare, c'est que nous on a décidé dans une période où, comment dire ça, il est un peu à la mode
d'essayer de séparer les communautés les unes contre les autres, d'être sur la concurrence mémorielle, la concurrence des victimes, tout ça. C'est pas très simple de poser les choses comme ça. Et nous, clairement, on a fait un pari différent. On a fait plutôt le pari de l'alliance des mémoires, de la solidarité des mémoires, et comment, alors que les Algériens là, il manque des livres, il manque des récits, il manque des images pour connaître l'histoire des mineurs algériens, et ben c'était de demander à deux autres familles de mineurs français qui connaissaient une partie de cette histoire des mines et une partie de l'histoire des mineurs algériens, pareil pour les Polonais, qu'on se rassemble ensemble pour qu'on permette à nos frères et sœurs d'origine algérienne de connaître leur histoire aussi et qu'on avance ensemble dans cette histoire-là. Donc là, c'est une solidarité dans ce sens-là. On vient filer un coup de main aux Algériens pour que vous puissiez connaître votre histoire. Mais du coup, la solidarité, elle est dans l'autre sens aussi. Parce que c'est grâce au travail d'enfants de mineurs, d'héritiers de mineurs algériens, le travail de Shfed, qu'ensemble, on redéterre une histoire commune aussi, qui est l'histoire des mines, du bassin minier et des immigrations. Et avec ce travail-là, moi je vous ai filé un coup de main, mais vous aussi vous m'avez filé un coup de main, parce que moi je la connaissais pas non plus, mon histoire des mines, l'histoire polonaise, l'histoire du travail à la mine où mon grand-père qui est parti aussi peut plus me la raconter. Et aujourd'hui, je trouve pas forcément de livres non plus dans lesquels je peux connaître mon histoire. Et du coup, dans ce travail main dans la main, on s'est soutenu dans ce processus de réappropriation populaire de nos histoires communes, mais aussi de nos histoires particulières, pour qu'on avance main dans la main et qu'on arrive à réécrire, qu'on contribue en tout cas à réécrire une histoire populaire au service du présent, comme on l'avait dit à un moment donné. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106,6. On revient tout de suite après une petite courte pause musicale. Si l'homme est de la boue pour des tas de gens, il est pour moi fait de chair et de sang, de muscles de fer, d'un cœur trop bon, avec deux épaules pour charger le charbon. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers 4 planches de bois. La pelle chaque jour qui prend plus de poids, mais qui ferait vivre la mine sans toi? Quand ta mère a déjà 5 gosses à nourrir, un de plus n'est pas pour lui faire plaisir. Alors toi tu bosses comme un lion, mais le chef a beau dire que t'es un champion. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers 4 planches de bois. La crasse qui te ronge et durcit tes doigts, et le droit de te taire quand tu touches ton moi. À force de te battre comme un damné, l'envie te prend d'envoyer te promener. Mais y a tous les rêves de tes copains, alors tu la boucles mais tu serres les poings. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus vers 4 planches de bois. Et pour te consoler de voir ce que tu vois, l'idée que ton père l'a vu avant toi. Mais si toute la semaine tu crèves en bas, dimanche enfin tout le ciel est à toi. Et dans tes draps blancs, dès ton réveil, les yeux de ta femme sont comme du soleil. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour quand même où tu peux croire à la joie, l'espoir d'une autre vie pour tes deux petits gars, et toute la mine qui pense comme toi. 16 tonnes, 16 tonnes. Vous êtes de retour dans l'émission Les Voix de la Mémoire, dans le dialogue d'héritiers des mines et des immigrations, familles de mineurs algériens et d'autres, avec Jessie Courmont. Alors Jessie, on continue tout doucement notre discussion, notre dialogue. Je t'en prie. Là, on se disait qu'on avait peut-être abordé les enjeux de honte
et de fierté de cette histoire-là. Commencer par la honte, qui est peut-être un mot qui est fort, mais alors on va pas parler pour tout le monde, mais on sait qu'on est un certain nombre dans lequel, puisqu'on parle pas de nos histoires ouvrières et immigrées, puisqu'on n'apparaît pas dans les récits, enfin l'histoire valorisée à l'école, dans les musées, c'est toujours l'histoire des classes supérieures ou des classes moyennes, qu'on fait des grandes découvertes, c'est l'histoire des découvreurs, des scientifiques, de ceux qui ont écrit des livres, etc. Et les ouvriers ils sont rarement abordés, quoi, finalement. Et du coup, tout ça produit aussi une histoire de honte. Et aujourd'hui, parfois on nous invite à être honteux quand on est des ch'tis ici du Nord-Pas-de-Calais, honteux quand on est issu du bassin minier, honteux quand on est issu des familles de mineurs, de pauvres aussi, il faut le dire, honteux d'avoir des origines pauvres. T'as des origines riches, tu peux le dire, des origines pauvres, tu te tais. Tu dois maquiller ça, cacher ça. Honteux quand tu as des origines immigrées. Et là, on retrouve parfois des processus... alors, c'est pas exactement les mêmes, parce que ça dépend des immigrations aussi, mais combien de familles, par exemple polonaises, ont dû changer l'écriture des prénoms. Les prénoms et ton nom, ton prénom, c'est aussi ta dignité familiale, c'est chargé d'histoire. Et parfois, quand tu te retrouves à devoir prendre des prénoms qui sont pas ceux de ton histoire, ça veut dire aussi que tu es en rejet. En fait, soit on t'est en rejet, soit on t'amène à rejeter, à te couper de tes racines. Et c'est pas rare non plus que chez les Algériens, il y a aussi parfois ces processus-là maintenant, où on en voit certains qui essaient de cacher, gommer un peu leurs origines immigrées. Même si, encore une fois, c'est pas exactement le même processus, parce que l'histoire a fortement... a imprégné les processus d'intégration et d'assimilation des immigrations polonaises qui ont dû renoncer à elles-mêmes. Pour d'autres raisons, par exemple, l'immigration algérienne arrive à maintenir un peu un flambeau, un étendard de la fierté des origines. Mais c'est pas toujours si clair que ça, c'est compliqué, ces questions-là. Et nous, ce qu'on disait, c'est que pour se construire dans la trajectoire, pour nous, mais comme pour nos enfants, c'est obligé qu'on soit fiers de nous. Que tu accordes de la valeur à tes parents et à tes grands-parents, que tu penses qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient belles, qu'ils étaient dignes, qu'ils ont fait des choses importantes. C'est pas vrai que tu peux te construire avec dignité et le torse bombé quand tu penses qu'ils étaient pas beaux, ils étaient pas importants, c'était des ratés, ils ont pas réussi dans la vie. Tu sais, tous ces trucs-là. Et nous, du coup, clairement, il y avait un besoin. Alors attention, on n'est pas dire qu'être pauvre, c'est un objectif dans la vie, c'est pas ça. Mais il n'y a pas de honte à être pauvre quand t'es pauvre. C'est parce que t'es dominé que t'es pauvre. C'est pas parce que t'es un raté. Ce qui est pas du tout la même chose. Et ça, de pouvoir le recomprendre, nous, dans nos trajectoires, oui, remettre de la fierté de soi, de la dignité, de l'amour de soi, que nous, on puisse avoir un cri de respect et un cri d'amour envers nos anciens et nos anciennes sur cette histoire-là. C'était quelque chose qui était particulièrement important. Et effectivement qu'on a aussi envie de transmettre cette fierté-là à nos enfants. Peut-être les uns seront encore ouvriers aujourd'hui, peut-être les autres le seront plus. Mais dans tous les cas, comme on est beaucoup dans nos familles, moi je me rappelle, je vais te donner une anecdote comme disait ma grand-mère. Elle me disait souvent, et on a du mal avec ça, parce qu'elle me disait souvent, t'as intérêt à travailler dans la vie pour que t'as pas les mêmes galères, que tu sois pas dans la misère comme que nous on a connu. Du coup, c'est un message qui te dit... Si tu peux avancer dans la vie et peut-être quitter la condition ouvrière ou la condition de pauvre, vas-y, fais-le. Mais à chaque fois, le rajouter derrière, mais t'as pas intérêt à tourner de l'autre côté. Hein. Puis du coup, moi je dis, ça veut dire quoi, mais de l'autre côté? T'as pas intérêt à oublier tes racines ouvrières, hein. T'as pas intérêt à oublier quitter, t'as pas intérêt à oublier d'où tu viens. À nous oublier, quoi. À nous oublier, en fait. Et puis, parfois, faire comme nous, enfin, comme ce que... quand je dis comme nous, à faire comme quand on est issu des classes populaires, ce qu'on reproche parfois aux autres classes sociales qui nous regardent de haut, qui nous méprisent, etc. Si jamais ta vie, elle s'améliore, tant mieux pour toi, je te le souhaite. Mais elle disait, t'as pas intérêt à ton tour à nous cracher dessus comme les autres le faisaient. Donc, améliore ta vie si tu peux, mais écrase pas les autres. Oublie pas de quitter d'où tu viens. Ça, c'est pas facile dans la période actuelle, si toi tu gagnes un petit bout de soleil dans ta vie, continue à ouvrir la porte pour en faire bénéficier les autres, ferme pas la porte derrière toi. Et sur la question de l'immigration, c'est un petit peu pareil. Ça, par contre, je peux pas donner d'exemple sur la question de l'immigration par rapport à ma grand-mère, parce que du coup, elle a notamment fait partie de ces personnes issues de l'immigration qui ont dû renier un peu leur histoire. Moi, dans ma famille, on m'a pas transmis la culture polonaise, l'histoire polonaise.
Je pense qu'on fait partie d'immigration qui ont beaucoup joué la carte de l'assimilation pour essayer de se faire leur place. Du coup, il y a des formes d'arrachement de la mémoire de notre propre histoire. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des nouvelles générations maintenant, chez ceux de l'immigration polonaise, qui ont besoin de renouer avec leurs racines, réapprendre la langue, redonner des enfants d'origine polonaise à leurs enfants, alors qu'ils sont français depuis 3-4 générations. Oui. C'est quoi ce truc? Ouais, mais c'est aussi renouer, rassembler les morceaux d'un vase qui s'est cassé. Tu vois, tu dois mettre des belles fleurs dedans, mais sauf que le vase, il est cassé. Et pour moi, l'histoire de réappropriation de nos mémoires et de nos dignités, là, qu'on est en train de faire, c'est qu'on recolle les morceaux du vase pour que les fleurs, elles puissent être belles et qu'elles puissent être poussées. Et du coup, moi, quand je vois que Shved, à la fois, fait un travail de fierté sur ses origines des mines, c'est effectivement un truc important. Et moi, je trouve que c'est aussi très important quand Shved valorise modestement, mais avec une dignité forte, les origines de l'immigration algérienne, l'identité algérienne aussi. Elle fait partie du patrimoine. Et elle ne fait pas partie du patrimoine que des Algériens. Ça, c'est un truc, moi, qui m'avait marqué quand j'avais rencontré Shved. Je crois que c'est Mahmoud Ould Rabat, l'ancien coordinateur de Shved, qui avait dit une fois, notre travail de la mémoire à Shved, il disait, on fait ce travail de notre mémoire particulière à nous, aussi pour en faire un cadeau à la collectivité dans le bassin minier. On fait cadeau de notre mémoire à l'ensemble parce que c'est aussi notre mémoire commune. Moi, je me rends compte par rapport à ça que j'ai beau pas être issu de l'immigration algérienne, les Algériens en fait font partie de mon histoire puisqu'ils étaient là. Ils ont travaillé dans la mine aussi, ils ont participé aux luttes, participé aux grèves, participé à la solidarité, etc. Leur peine, même si entre guillemets ma communauté immigrée a pas connu ce racisme colonial par exemple, mais du coup leur misère et leur peine en fait, elle fait partie de mon histoire aussi. Et du coup, ça, c'est notre histoire commune, dans les joies, dans les malheurs, dans les peines et dans les bonheurs. C'est notre histoire commune, ensemble, des héritiers, des mines et des immigrations dans le bassin minier. C'est notre histoire commune qu'on est en train de réécrire, quoi. Très importante. Très importante. Et c'est vrai, quand tu dis que c'est d'offrir notre mémoire à l'ensemble de la population et pas uniquement à la communauté algérienne. Moi, je dis que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir et puis de faire en même temps. C'est aussi de leur dire, mais voilà, puisque pour beaucoup, ils ne connaissent pas notre histoire. Nous, on a appris à la connaître, on a appris à... On apprend encore, mais on a appris une bonne partie de notre histoire. Et qui est la plus importante en fait, c'est déjà le départ. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que souvent c'est ce qu'on nous reproche pour ce qu'on fait là. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne serez pas mieux dans votre pays, il y a le soleil, il y a le truc, mais ouais. Ouais, mais moi mon pays c'est la France. Moi, si je dois rappeler Courrières, moi je suis né à Courrières, donc je suis français. Donc quand on me dit qu'est-ce que tu fais là, mais je parle pour les cons comme les moins cons, et puis aussi pour les intelligents, c'est de leur dire ben voilà quoi. Enfin, tu vois, quand toi aujourd'hui c'est aussi grâce à vous que je peux apprendre mon histoire aussi. Et ben c'est ce cadeau-là en fait, c'est au moins de se nous remettre dans l'espace-temps quoi. On est là, il y a eu ça, et puis c'est ce qui construit notre histoire et aussi nous comprendre quoi, parce qu'on ne comprend pas et parce qu'on est bronzé et on est autre chose qu'un habitant ou faisant partie de la population. Non, me dire intégrez-vous, moi j'ai pas besoin de m'intégrer, je suis né ici, alors pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de m'intégrer? Ça voulait dire quoi de intégrez-vous? Et si mon histoire je l'avais appropriée ou j'avais eu tout ce contenu d'histoire là, au moment où on m'avait demandé de m'intégrer, j'aurais pu leur envoyer mon histoire directement et puis essayer de leur faire réfléchir tout simplement. Et tu le sais pas Mathieu, mais regarde, c'est chez moi ici. Voilà, on me demande de m'intégrer et on dit pas ce qu'il y a là. Carrément, ouais. Et c'est pour ça que c'est trop bon quoi. Je dis c'est bon parce que j'en ai appris des choses, aussi à travers les entretiens que je fais pour les émissions.
J'avais commencé par ma maman. Ma maman, elle était en naturel, quoi. Elle me racontait. Moi, j'osais même pas lui poser des questions, j'osais même pas lui poser. Mais ça lui venait tout seul. Tu vois, elle m'a raconté tout un tas de choses. Waouh! Incroyable, hein. Ouais, quand je comprends que mon papa il est arrivé en mars 1963 et que ma maman elle est arrivée en décembre 63 et que je trouve, tu vois, et que je peux faire le rapport avec ce qui est écrit dans le livre de la ville de Libercourt, je me dis mais où mon papa aurait pu avoir le temps d'aller voir des prostituées. Parce que ma maman était déjà là. Il y avait déjà 2 frères qui étaient là. Et aujourd'hui, on est 11 enfants. Moi, j'ai 5 frères et 5 sœurs. Je suis le dernier. Je suis le dernier. J'ai une petite sœur on a 2 ans de différence, mais je suis le dernier. Donc quoi, il a juste eu le temps de se choper la silicose. Il a même pas profité il a même pas profité de sa retraite. Il a même pas profité de la nouvelle touche qu'ils l'ont fait. Enfin, tu vois, c'est plein de petits détails, mais on va peut-être revenir sur ça après, mais c'est trop bon de connaître son histoire, quoi. Et puis c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir nous, et puis de pouvoir transmettre à nos enfants. Carrément. Et puis de pouvoir transmettre à nos enfants, parce qu'à travers notre histoire, nous on s'inclut dedans, et puis on peut raconter en même temps notre enfance, et puis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, quoi, parce que sortir de ces cités minières et puis finir dans des grosses villes comme Lille ou Paris, ou pour certains qui sont éparpillés en France, avec des postes plus ou moins importants dans la République française, enfin c'est tout ça, quoi. Si on remet tout ça bout à bout, tu dis ben putain, wow. Et vous nous demandez encore ce qu'on fait là. Tu vois, mais... Ça, pour rebondir sur ce que tu disais, là, moi, c'est une autre claque que je me suis pris dans la gueule quand on a fait ce travail sur les entretiens avec nos propres familles. Parce que du coup, comme je le disais informellement tout à l'heure, c'est pareil, je me suis retrouvé à faire des entretiens avec des membres de ma famille, quoi. En fait, du coup, on a fait la même chose, quoi, de toute façon. Et le truc qui m'a marqué, alors du coup on le sait déjà un peu, mais le fait qu'on a eu la chance de pouvoir faire une recherche là, des personnes qui sont si méprisées parce que c'est des petites gens, qui sont regardés comme des gens qui n'ont pas fait d'études, certains qui ne sont pas forcément alphabétisés, tout ça, ils ne savent pas lire, pas écrire, certains savent lire et savent écrire, mais d'autres n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, enfin bref, on les regarde sans gros bagage scolaire, donc en gros, on en déduit qu'ils n'ont pas beaucoup d'intelligence, tu vois. C'est très méprisant, toutes ces images-là sur nos anciens, enfin, sur nos familles et tout ça. Et de tendre le micro et de voir, mais les puits de science, les puits de savoir de ce qu'ils avaient à dire, des quantités de choses impressionnantes, de connaissances historiques, quoi, en fait, du coup. Alors d'accord, c'est des fragments de mémoire, mais n'empêche qu'en rassemblant tous les fragments de mémoire, on est en train de faire l'histoire. Et c'est grâce à eux, grâce à leur intelligence, leur expérience, qu'ils savaient qu'on a découvert des choses mais incroyables. Et moi, je me rappellerai toujours, je sais pas, toi, combien de temps ça a mis pour que ta mère, elle accepte que tu fasses l'entretien. Moi, ma grand-mère, je crois que je l'ai travaillé pendant... alors, je l'ai travaillé avec respect, hein, je lui proposais, j'attendais qu'elle dise oui, mais pendant longtemps, en fait, elle disait non. Et elle disait pas vraiment non plus, tu vois. Ouais, enfin non, je sais pas, fais pourquoi tu veux me... Qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Qu'est-ce que c'est pas intéressant ce que j'ai à dire. Pourquoi tu veux... Et à chaque fois, cette espèce de certitude que ce qu'ils ont vécu, que leur vie est pas importante. Et ce qu'ils ont à dire sur leur vie, c'est pas important. Et on avait beau... Moi, je me rappelle, j'avais beau lui dire, mais je t'assure, déjà pour moi, c'est important. Pour ma fille, c'est important. Et peut-être même, figure-toi que pour d'autres gens, ce que t'as à dire, c'est important. Non, je sais pas. Enfin, tu sais, c'était pas évident. Et en fait, en faisant le travail, en posant les questions, je me rappellerai toujours que quand elle accepte, du coup, de faire plusieurs entretiens, bon, moi, je me prenais des claques dans la gueule à fond, parce que je m'en doutais que Mémé, c'était de la bombe, parce qu'elle avait raconté, mais... Et souvent, je lui disais, mais Mémé, ce que tu viens de dire là, t'es en train de faire un cadeau à plein de gens. Et moi, du coup, aujourd'hui, je suis sociologue. Régulièrement, je cite ma grand-mère, comme toi tu veux citer ta mère, ou chacun, on cite nos familles. C'est aussi nos premières écoles. Exactement. Il y a l'école de la rue, il y a l'école de la République, mais il y a l'école de la rue et l'école de la famille. C'est aussi des écoles de formation, quoi. Et quand je dis, Mémé, je te cite dans des conférences, au début, elle me croyait pas, mais sauf que c'est vrai.
nos anciens, ils ont plein même de façons de raconter les choses, de tournures de phrases, des proverbes, des leçons, où c'est de la sagesse populaire en barre, quoi, en bloc. Et en fait, tout ça, ça nous élève, en fait. Ça nous élève intellectuellement, alors qu'encore une fois, je disais, c'est des gens qu'on regarde parfois avec mépris. Alors pas nous, hein, mais que la société regarde avec mépris. Et nous, on le redit effectivement avec fierté. Il y a de la culture, il y a de la richesse, il y a du savoir dans nos familles. Et non seulement nous, ça va nous redresser debout, mais voire même il y en a d'autres à qui ça pourra faire du bien aussi. En tout cas, c'est le pari qu'on a fait effectivement avec cette recherche-là, quoi. Oui, parce que et ce que je veux rajouter aussi, c'est que, enfin, quand tu me poses la question, si ça, moi, à un moment, quand j'ai commencé à aller, enfin, j'ai voulu l'interviewer pour la première émission Les Voix de la Mémoire. Quand je suis arrivé, puis que je lui ai dit, maman, j'ai besoin que. Je lui ai dit par rapport au travail. Je lui ai dit, bon, en même temps, mon travail, c'est ça, je fais de la collecte, tout ça. Et en fait, j'avais pas. Quand je lui ai demandé de me dire, et donc, qu'est-ce que tu veux? Je dis, j'ai envie de parler avec toi et je veux que tu me racontes simplement la vie avec papa au début. Raconte-moi. Elle m'a dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. J'ai déjà assez raconté. Mais je comprenais pas pourquoi elle me disait. Je comprenais pas pourquoi elle me disait, non, j'ai déjà assez raconté. Je dis, mais comment tu as déjà assez raconté? Je dis, à qui t'as raconté? Tu me dis, j'ai raconté. Et je dis, c'est moi qui te demande. Tu me dis, j'ai raconté. Je suis ton fils. J'ai le droit de me dire, il y a ton neveu et puis. Et en fait, avec Mehmet. Mehmet Arikan et Nadia Boufarkas. Voilà, ils étaient en train de préparer. Ils sont en train de préparer un figuier au pied du terri. Mais moi, j'étais pas au courant puisque je débarquais. Tu vois, après une absence dans la ville d'Ibercourt, je redébarque. Je voyais pas, mais j'étais à 1000 lieues de savoir qu'ils étaient en train de préparer un film et que ma mère était dans ce film, quoi, parce que même quand je lui ai posé ces questions, à aucun moment je pensais qu'un figuier au pied du terri, c'était l'histoire de ma maman. Moi, c'est que quand il y a eu la restitution où ils nous ont dit, bon, ben venez, le film il est prêt, il faut venir voir. Voilà que tu t'es rendu compte vraiment. Je me suis pris une claque monumentale parce que entre ce qu'elle m'avait dit et puis ce que je retrouvais lors de la restitution, putain, la claque que je me suis pris, mais d'une puissance, parce que elle a eu plus de facilité à parler à son petit-fils qu'à son fils. Et moi, il y a des questions que j'aurais pas pu lui. Enfin, c'est par pudeur. Il y a des questions que j'ai pas voulu lui poser par pudeur. Il y en a d'autres que je lui ai posées parce que je pense que c'était important. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était aussi mon premier entretien, en fait. Ma première émission. Donc, j'avais pas toutes les questions, tu vois, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis reparti. Aujourd'hui, t'es blindé, là. Je suis reparti parce qu'après, comme on a fait préparé le spectacle avec les petits pour l'être anomine, et donc il y avait ma fille, les nièces et tout, qui faisaient partie du spectacle, donc il y avait des questions à poser. Donc, comme c'est elles qui cherchaient leur histoire, à qui on a demandé qu'est-ce que tu voudrais bien poser comme question à ta grand-mère, et ben elles ont noté. Et moi, j'étais là, quoi. Enfin. Quand j'ai entendu poser les questions et les réponses. C'était encore un autre level. Entre ce que j'ai entendu, ce qu'elle disait à Naïm, ce qu'elle me dit à moi et puis ce qu'elle dit à ses petites filles. Mais c'était des bonnes claques, quoi. C'était du réveil et en même temps, ça m'a réchauffé le cœur, quoi. Mais ça m'a réchauffé parce que j'apprenais des choses que je ne connaissais pas. C'est comme certains en bout de vie, ils racontent. C'est le moment qui se livre aussi. T'as une sœur là-bas, t'as une belle-mère là. Enfin, je dis ça comme ça. Enfin, c'est tout ça. Et là, c'était des fragments d'histoire, des trucs. Mais ça arrivait, c'était magnifique, quoi. Et pour rebondir à ça, moi, ensuite, après la maman et avec les autres entretiens que j'ai eus, moi, ce que je leur disais aux Shibani que j'allais voir, c'est écoute, aujourd'hui, je sais pas si tes enfants ils te posent des questions, je doute un peu qu'ils viennent savoir et essayer de comprendre tout. Carrément, quoi, pour certains, parce qu'il y en a avec qui j'ai des affinités, donc est-ce que tes enfants ils viennent te poser des questions sur ta vie, sur du non? Là,
Et je dis, ça te dérange pas? Il me dit, bah, il faut leur raconter. Ils ont pas le temps, la vie, elle est je dis, ouais, mais c'est important pour eux. Je dis, donc moi, je suis là, je voudrais que tu racontes ton histoire. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils s'en foutent, mais il faudrait qu'ils puissent savoir qui t'es réellement. Ouais. Moi, j'ai besoin de savoir déjà. Parce que je veux faire connaître à un large public qui tu es, ce que tu as fait, ta vie entre ton premier jour ici arrivé et jusqu'au moment où je t'interviewe. Et ça, aujourd'hui, tes enfants, ils s'en foutent peut-être, mais moi, je m'en fous pas parce que j'ai compris que l'histoire, elle était importante pour pouvoir avancer dans la vie. Carrément. Donc aujourd'hui, on dit que c'est toujours vers les crises de quarantaine que les gens commencent à rechercher leurs racines et tout. Je dirais peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que je vais les voir en leur disant, bon, moi j'ai besoin de savoir, puisque tes enfants, ils veulent pas savoir, moi j'ai envie d'écouter ce que tu as à me dire. Et quand beaucoup ils ont entendu ce qu'on à travers les émissions, et c'est puissant. Quoi. Ça me fait penser, si je peux réagir, ça me fait penser à plusieurs choses là. Un premier point là que tu soulignes sur le fait que la transmission des mémoires dans les familles, elle se fait pas de la même manière quand c'est les parents aux enfants directs ou les grands-parents aux petits-enfants ou quand c'est un cousin qui... Moi je me rappelle quand je demandais à mon père ce qu'il savait sur l'histoire de ses parents. Tu te dis, t'es plus proche de cette histoire-là. Toi, tu as vécu, t'étais dans la même maison et tout ça. Et en fait, il y a plein de fois où, effectivement, il me disait, mais non, il racontait pas. On se raconte pas en direct. Et moi, c'est parce que je suis le petit-fils de ma grand-mère qu'elle m'a livré autant de choses. Et des trucs qu'elle m'aura dit à moi. Peut-être que si son fils, il avait été là, il n'aurait pas pu. D'autres fois, c'est mon père qui pouvait obtenir une réponse que moi, je pouvais pas obtenir. D'accord. Tu vois, et là, c'est là où on voit que c'est l'histoire de famille aussi. Enfin, obtenir. Les vieux, on respect. Ils nous disent c'est eux qui contrôlent. De toute façon, même dans la recherche, on a fait ça depuis le début. On leur a toujours dit, vous nous livrez ce que vous souhaitez livrer. Ce que vous gardez secret, c'est pour vous. C'est votre trésor. Votre mémoire et votre vie, c'est votre trésor. D'abord à vous. Vous décidez de nous en léguer une partie, un héritage. Mais c'est les anciens qui décident comment ils t'héritent. Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas toujours si évident que ça. Et puis le deuxième point, moi, qui me vient en tête, c'est que quand une personne, on lui a jamais demandé son avis, bah c'est pas facile de parler pour la première fois. Quand c'est la première fois qu'on te demande. Les premières fois, elles sont galères. Pour tout le monde. Et là, on s'est aussi rendu compte dans le processus de recherche, c'est que donner la parole à des gens à qui on l'a jamais donné, ou demander l'avis à des gens à qui on n'a jamais demandé l'avis, bah en fait, les premières fois, c'est un peu galère. Et puis à force de le faire, la mémoire, elle se remet en route. Et ils font des connexions. Et ils commencent à raconter des choses. Et puis ils le redisent d'une manière. Et puis d'une autre. Et là, en fait, tu commences je sais pas quoi, t'as vu comme t'as vu une petite pièce d'or en dessous d'un tapis. Puis en fait, quand tu commences à soulever le tapis, il y a un trésor immense qui est là. Et souvent, c'est aussi... à force de solliciter la mémoire que la mémoire elle commence à revenir. Que quand elle a été mise sous le tapis, qu'elle s'est tue, qu'on lui a pas apporté de considération, c'est dur à ce que la machine elle se remette en place. Et ça, clairement, on a vu que les choses se réaccéléraient. Le troisième point qui me vient en tête, c'est ce que tu disais sur... là, dans la recherche, à un moment donné, on avait constaté quelque chose. On se dit, mais comment que ça se fait parce qu'on s'est posé la question ensemble. Hein. Pourquoi les générations, ils se demandent pas? Pourquoi les anciens, ils disent pas? Et pourquoi les plus jeunes générations, ils ne demandent pas? Quand on demandait aux anciens, et souvent ils étaient, mais moi j'ai plein de choses à leur dire. Mais ça les intéresse pas, les jeunes. Et puis, quand on a demandé aux plus jeunes, mais dont nous, de nos générations, on disait, ils veulent pas pourquoi, alors t'as déjà demandé et tout, et souvent on disait, ils veulent pas nous dire. Ils veulent pas nous raconter. Et du coup, il y en a certains qui veulent vraiment pas, encore une fois, c'est respect. Mais il y avait aussi un moment donné où, plutôt que de se demander, chacun on se racontait une histoire qui n'était pas vraie. Il y a une partie des gens qui avaient besoin d'entendre, ils n'osaient pas demander aux vieux, et les vieux qui avaient besoin de dire, c'était le moment dans leur vie, et ils croyaient qu'en face on ne pouvait pas entendre. Par contre, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que, je crois que c'est le sociologue algérien proche de Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad, qui disait,
on a envie de savoir ce qu'on a besoin de savoir. Il n'y a pas de savoir sans besoin. Et là, dans nos trajectoires, ça s'inscrit aussi dans des moments de nos vies respectives où on a ce besoin de savoir, il devient presque une urgence vitale, quoi. Ça devient vraiment quelque chose d'important. Au même moment où certains, leur besoin de dire, ça devient aussi. Et donc c'est là où on se rencontre en termes de besoins générationnels et que la transmission, elle puisse se faire. Parce que du coup, oui, ça arrive que quand on est plus jeune, les anciens, ils veulent nous raconter, puis ça nous saoule. C'est pas le moment, on s'intéresse pas, on va faire autre chose, etc. Et c'est pas forcément qu'on est des petits cons. Par ailleurs, on peut être des petits cons, ça c'est une autre question. Mais c'est aussi que il y a des âges, à des moments où c'est pas le moment pour nous. En fait, on n'est pas prêt à entendre ce qu'on aurait peut-être besoin d'entendre. Mais on n'est pas prêt, c'est pas le moment. Et puis il y a un autre moment où il se passe quelque chose dans notre vie où c'est déclencheur. Et en fait, là, t'as envie de poser des questions. Là, on l'a bien vu avec les enfants, les enfants ou les jeunes de lettres anonymes. Ils sont très jeunes et pourtant, ils avaient des questions. Et je pense qu'il y a des moments dans nos vies où c'est le cas. Pareil, quand on est un peu plus âgé, parfois c'est la venue d'un enfant qui déclenche le besoin de transmission. Parce que maintenant, t'es pas seulement éduqué, tu deviens toi-même un parent éducateur. Et là, tu dis merde, qu'est-ce que je transmets? Donc j'ai besoin de savoir. Et puis d'autres moments, on l'a vu dans la recherche, c'est aussi des moments où on a des pertes de sens, mais pas que personnelles. C'est quand la société française est perdue. Qu'est-ce qui se passe dans cette société quand on n'arrête pas de dénoncer en permanence les Algériens, les musulmans, les Arabes, ou alors les Roms ou les Noirs, mais comme étant toujours la source des problèmes de tout le monde. Et qu'on accuse une partie du peuple d'avoir autant de problèmes, qu'il y a des identités qui sont rejetées, qui sont méprisées. Quand c'est aussi des périodes où, comme on l'avait dit, alors que l'histoire du monde ouvrier, c'est les ouvriers qui ont porté de leurs bras, de leurs épaules la société française, par les luttes ou par le travail, c'est aussi quand on les reconnaît pas qu'il y a besoin en fait de connaître cette histoire-là, de la dignité, de la fierté. Pareil sur l'histoire des femmes. Les femmes, elles sont au cœur de l'histoire du monde. Pourtant, les femmes, elles sont complètement invisibilisées tout le temps dans ce qu'elles produisent. Et c'est pas parce que les femmes, elles travaillaient pas à la mine que les femmes, elles sont pas centrales dans l'histoire de la mine. S'il n'y avait pas de femmes de mineurs, il n'y avait pas de mineurs. S'il n'y avait pas de femmes de mineurs, il n'y avait pas l'argent de la mine pour les houillères qui sont enrichis, etc. Et donc c'est pareil, l'histoire des femmes, elle est aussi centrale par rapport à ça. En tout cas, là, il se trouve que, peut-être de manière exceptionnelle ou pas, à un même moment, dans l'histoire de cette recherche commune, là, nous les héritiers des mines et des immigrations, il y a plusieurs personnes, plusieurs facteurs qui ont fait qu'on avait intérêt à connaître cette histoire et qu'on avait besoin de connaître cette histoire. Et du coup, on a eu envie de se mettre debout ensemble pour essayer d'avancer. Peut-être le dernier élément qu'il faut préciser pour les personnes qui écoutent l'émission de radio, c'est vrai qu'il faut rappeler que l'action recherche populaire là qu'on a mis en place ensemble, elle a plusieurs manières de se réapproprier l'histoire et de se réapproprier nos vies. Effectivement, là, il y a un livre qui va bientôt sortir, qui est le résultat d'une recherche d'écriture sur les entretiens, etc., sur une recherche un peu sociologique et historique. Mais il y a aussi la recherche, finalement, hip-hop, avec le spectacle, avec la compagnie Trou de Mémoire, Ismaël Alem et Audrey Verlick, du coup, de la compagnie Trou de Mémoire, où là aussi, ils ont accompagné les enfants de Schwed avec le langage du hip-hop, le langage du théâtre et de la danse et de la musique, à pareil ce processus de réappropriation d'une histoire. Mehmet Arikan et Nadia Bouferkaz de l'association Tribu, qui ont réalisé donc un figuier au pied du terril, c'était le même travail de processus de réappropriation. Et Naïm Haddad, bien joué, le troisième co-réalisateur du film, merci Djellali, qui eux aussi ont utilisé cette fois-ci le langage du film, de la vidéo, du documentaire, pour faire ce travail de réappropriation de la mémoire. Je pense aussi au travail de l'exposition sur les casques. Les casques, ouais. Avec l'association Shtifumi, là, du coup. Shifumi, ouais, pas Shtifumi, Shifumi. Avec Ingrid, qui ont, eux aussi, dans le cadre d'un atelier céramique, de fabrication de la matière en céramique, ont fabriqué des casques et qui ont aussi fait un atelier d'éducation populaire de réappropriation de la mémoire. Et des mémoires des mineurs, des familles de mineurs algériens, des familles de mineurs françaises, il y avait aussi des Polonais dans l'affaire, de ce travail-là, et puis d'autres actions qui ont été menées à Schwed
les conférences, débats publics que vous avez menés dans le quartier de la Fosse 5, sur l'ancien site de la Fosse 5, les projections, les soirées projections documentaires où il y avait des moments de débat, de partage d'histoire, d'analyse, etc. Les expos, les moments d'expo, de visite avec des gens qui venaient, même la question des braderies ou des sorties que je faisais au musée des mines de l'Howard, ou d'aller à des concerts de musique ou des choses comme ça. C'est autant de manières dont finalement à HFED on s'est saisi ensemble pour se remettre en mouvement et se réapproprier à la fois nos histoires, nos dignités et nos fiertés, savoir qui on est et pouvoir se serrer les coudes, comme dit souvent HFED, utiliser des outils de médiation au service du lien social, de la solidarité, aussi du lien générationnel, faire que des générations se reparlent, retissent des liens de génération, et des liens entre immigrations différentes, qui pourtant viennent de la même histoire des mines, du bassin minier, de Libercourt, de Cavin-Wany, et aussi retissent des liens qui s'étaient un peu affaiblis dans le contexte d'une société qui nous affaiblit les uns les autres en fait. Et c'est vrai que du coup tous ces outils-là, c'est aussi ça qu'on appelle la recherche populaire en fait, c'est plein de différentes manières dont notamment du coup je fais comme des véritables bulldozers. Et puis je l'ai oublié parce qu'on est dedans, mais l'émission de radio Les Voix de la Mémoire, qui est pas un petit morceau aussi de cette histoire-là, en fait c'est plein de manières différentes qui sont des manières populaires de se réapproprier la mémoire, et c'est ça qui fait aussi qu'on parlait d'action recherche populaire, mais aussi avec une démarche d'éducation populaire. Et dans le sens, là je l'ai pas encore défini maintenant, mais pour nous, notamment à Phare pour l'égalité, mais on a un peu cette fibre comme Schwed. Pour nous, l'éducation populaire, c'est le processus par lequel des hommes et des femmes se mettent en mouvement, s'organisent pour se réapproprier leur histoire, se réapproprier leur vie, se réapproprier leur dignité, leur fierté de soi, leur amour d'eux-mêmes, pour pouvoir trouver leur place dans un monde qui parfois leur échappe, et se mettre à pouvoir agir sur le monde autour d'eux, et notamment agir contre la discrimination et pour l'égalité, le bonheur, le bien-être, etc. Et donc c'est un processus collectif de réappropriation de nos propres histoires et de nos vies tous ensemble, quoi. Pour fabriquer à la fois nos vies à nous, mais pour fabriquer aussi une société de demain. Et ça, on a une dette, nous, envers eux. Que c'est aussi, comme tu dis, la recherche, t'as raison, c'est à la fois un acte de réappropriation pour nous, mais quelque part c'est aussi un acte de réparation et un acte comme un cadeau. T'as raison, quand tu dis un cadeau, en fait on leur rend ce qu'ils nous ont donné, et même si d'ailleurs on pourra jamais tout leur rendre, c'est impossible, mais on veut au moins leur montrer qu'on sait. C'est à quoi ça me fait penser, ce que tu dis? Ça me fait penser à... Alors du coup, je le connais pas bien ce monsieur, mais James Ewan Kwegir Agre, qui était je crois que c'était un pasteur protestant ghanéen au Ghana, et il disait: les hommes nous enseignent à penser comme des poules, et nous nous croyons véritablement des poules. Bien que nous soyons des aigles, étendez vos ailes et envolez-vous. Ne vous contentez jamais des grains que l'on vous jette. Et pour moi, sur les questions d'histoire, c'est ça aussi. Si tu connais pas ton histoire, on dit que t'es une poule, tu baisses la tête, tu piques les miettes. Et si on te rapprend que t'es un aigle, là tu peux déployer tes ailes et t'envoler, quoi. Et là, c'est la cerise que je mange. Non, c'est ça maintenant, c'est plus les miettes, du coup. C'est directement au sommet. Ouais, c'est ça, on est plus... En tout cas, je te remercie beaucoup, Jessica Cormon. Je te remercie, Djelali Seloui. Merci à toutes. C'était un régal. Je me suis régalé là. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission Les Voix de la Mémoire le mois prochain. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes les auditrices et auditeurs. À bientôt sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6.
la famille. J'ai déserté les prairies